150 milliards de dollars. C'est la somme versée par les alliés de l'Ukraine depuis le début de la guerre. Aide militaire, financière et humanitaire. Mais dans l'autre plateau de la balance, le G5 Sahel, par exemple, pour lutter contre le terrorisme, seule l'Arabie Saoudite avait fait une promesse de 100 millions de dollars. Somme jamais d'ailleurs déboursée, la faute à un conflit avec la France. Aide humanitaire à double vitesse, effet pervers des livraisons d'armes à l'Ukraine, dont des lots se retrouveraient au Sahel, ou ce que j'appellerais le paradoxe agricole, les terres arables en Afrique et les céréales en Ukraine. Voilà les grands enseignements que nous souhaitons tirer de la guerre Russie-Ukraine avec au plateau. Luc Kouméalo Abaki nous fait l'honneur d'être au plateau encore une fois aujourd'hui. Luc Abaki, bonjour. Gilles, bonjour. C'est Kouméalo, c'est pas Kouméalo. Ah, c'est féminin. J'étais sur le coup. Il a failli vous féminiser. Ah ben voilà. C'est à la mode. Ce qui aurait été très grave. Hein. Non, c'est pas grave, c'est à la mode. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Avec vous, finalement, notre consultant sur les questions d'Ukraine, Sogoyo Kegewe. Bonjour, Excellence. Bonjour Gilles et bonjour à tous nos téléspectateurs. Ancien ambassadeur, journaliste, vous aussi, guerre d'Ukraine. Les enseignements attirés par les Africains et les téléspectateurs sont conviés à alimenter cette émission en envoyant vos contributions. Plus 228 96 46 10 31. C'est le numéro pour nous écrire via WhatsApp. Quels enseignements vous tirez de cette guerre qui se déroule en Ukraine, mais avec beaucoup de répercussions en Afrique. Alors, chers invités, après Covid-19, la guerre d'Ukraine a mis en lumière la fébrilité alimentaire, je peux l'appeler ainsi, de l'Afrique, surtout subsaharienne, avec des crises alimentaires. Finalement, je l'appellerais le paradoxe agricole. Pourquoi l'Afrique a-t-elle manqué de céréales alors qu'elle dispose des meilleures terres arables? Je voudrais qu'on tire ces premiers enseignements. Luc Abaki. Alors, est-ce que c'est à l'occasion de Covid et de la guerre d'Ukraine que nous constatons qu'on manque de céréales? Je crois que depuis toujours, notre problème a été le même. Vous voyez un continent où on se plaint d'avoir été colonisé. Et en quoi a consisté justement cette colonisation? C'était que le blanc viennent conquérir nos terres pour justement les exploiter en vue de nourrir son économie, son industrie. Voyez-vous? Et puis, des années plus tard, nous proclamons nos indépendances et nous répercutons le même schéma qui consiste à encourager la culture de rente pour justement exporter parce que nous n'avons aucune capacité de transformation de ces produits-là. Normalement, tout le monde reconnaît que l'agriculture, c'est la première activité économique d'un pays. Et ça, c'est la relève du bon sens. Parce que c'est à travers l'agriculture que nous garantissons notre alimentation et qui, donc, en même temps, nous assure notre existence. Comment il se fait qu'on utilise l'agriculture juste pour alimenter l'industrie et l'économie de l'extérieur et qu'on est surpris d'être frappé par la famine, des situations de précarité, alors que c'est à nous que Dieu a accordé les meilleures terres arabes possibles. Plus de 65% des terres arabes, justement comme vous l'avez dit, c'est en Afrique. Nous avons de l'eau, nous avons du soleil, nous avons tous les atouts possibles pour justement mettre en valeur ces potentialités-là et assurer notre développement progressif. Si ce n'est pas fait, c'est simplement parce que le leadership qui est le nôtre, est un leadership travesti. Nous regardons notre environnement sous des prismes renversés, de manière que nous pensons toujours que ce qui doit être fait de l'extérieur est toujours le modèle. Alors que notre vocation, c'est d'étudier notre environnement, d'évaluer nos besoins et de chercher des solutions adaptées à nos besoins d'abord, avant de chercher à assouvir les besoins des autres, etc. Aujourd'hui, on essaye de donner la primauté à l'argent. Mais quand tu cultives le soja ou le coton ou le café, au bout du compte, c'est l'argent que tu cherches. Et quand tu as l'argent, tu vas pour chercher le maïs. Et tu l'as pas. Qui doit produire justement ce qui doit alimenter votre besoin de base avant que vous produisez des produits qui alimentent autre chose. Donc je crois que c'est une question d'intelligence, c'est une question de choix politique, c'est une question d'orientation, et puis c'est aussi une question de leadership. Parce que si les politiques qui sont adoptées en Afrique étaient
orientée vers les besoins existentiels des citoyens africains. Et je crois que ce problème n'aurait vraiment pas sa raison d'être parce que nous avons l'avantage aussi des ressources humaines. Alors qu'est-ce qu'on met dans l'esprit de ces ressources humaines pour qu'elles deviennent des acteurs compétents de notre développement? Voilà toute la question. Sogolou Kegwe, comment vous expliquez-vous le paradoxe agricole de l'Afrique? L'Afrique, il faut le dire, se nourrissait bien elle-même avant l'arrivée du colon. S'il y a des famines de temps à autre, c'est dû à des sécheresses. Exact. Donc là, on connaît les famines. Le colon vient et il a déjà dit l'essentiel. Le colon vient et qu'est-ce qui se passe? Surtout dans nos pays de colonisation française. On nous a mis dans la tête que seuls ceux qui portent un costume cravate doivent être comptés parmi les humains. Chez nous ici, vous n'êtes pas sans savoir que pour insulter quelqu'un, on le traite de compétent, c'est-à-dire que villageois. Le type qui produit le maïs que tu manges, le type qui produit l'igname que tu manges, tu n'as que du mépris pour lui. Dès lors que ce producteur est méprisé, dis-moi en quoi son travail va attirer de nouvelles générations qui vont s'investir pour nourrir nos populations. L'Afrique est devenue le dépotoir de tous les déchets immangeables en Occident. Les croupillons de dinde qu'en Europe les gens hésiteraient à donner à leurs chiens sont un aliment de luxe dans nos pays. Les poules congelées qu'on nous envoie, élevées dans des conditions sanitaires les plus catastrophiques, pleines de dioxyde et de tous les autres poisons, on envoie ça en Afrique. Les poissons attrapés, les poissons même qui ont grandi dans la mer, attrapés, on dirait expressément empoisonnés, se retrouvent en Afrique. Pourquoi? Parce que ces produits, les Européens, les Occidentaux, ils sont intelligents. Ils font tout pour que ces produits soient moins chers que ce que nous produisons ici en Afrique. Je vous donne un exemple. Comment vous pouvez comprendre? Moi, j'habite à Agoué, c'est à 16 km de Covier, où on produit pratiquement un des meilleurs riz du Togo. Mais pratiquement rien n'est fait de spécial pour les encourager. Ils sont là-bas, ils triment chacun selon ses moyens. Alors, comment tu peux m'expliquer que le riz de Covier, qui est exactement à 16 km de ma maison, produit là-bas, coûte plus cher que le riz vietnamien qui a été semé, récolté, décortiqué, ensaché, conditionné, transporté sur 15 000 km jusqu'au port de Lomé, dédouané, mis en détail dans les boutiques, chacun gagnant son argent au passage, coûte moins cher que le riz qui vient de Covier. Nous devions nous asseoir et tirer les leçons de tous ces constats. On n'a pas besoin d'avoir fait Harvard ou MIT pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous ne tirons pas des leçons. Comme ce riz est moins cher, tout le monde l'achète, tout le monde est content, on mange bien, on a l'argent. Mais un jour viendra où les Asiatiques ne nous enverront plus de riz. En ce moment, on va faire quoi? Moi, je crois que... les tendances ont commencé par changer. Le Togo a fait beaucoup d'efforts avec des zones rizicoles qui se multiplient. Oui. Le Sénégal aussi a pris l'engagement de produire du riz. Je peux dire... Est-ce que les habitudes ne pas changer? Oui, je peux dire peut mieux faire. Le Togo, parlons, si vous voulez qu'on en parle, on n'a pas l'habitude d'en parler. Mais le problème de l'agriculture est un taureau, il faut le prendre par les cornes. Il faut sortir des discours habituels. Il faut prendre le problème agricole par les cornes. Parce que c'est une question de vie ou de mort pour nos pays. D'abord, comment vous voulez développer un pays où les gens ont faim? Comment vous pouvez démocratiser un peuple qui a faim? Mais Gilles, si depuis le matin je n'ai rien mangé jusqu'au soir, tu viens me parler de démocratie, mais je te chasse à coups de bâton. Parce que moi j'ai faim. Le Togo prend le taureau par les cornes. Ces jours-ci, on a beaucoup d'événements qui nous disent que bon, enfin, on veut prendre le taureau par les cornes. Il y a des efforts qui sont faits, on va créer des centres de mécanisation agricole, mais il faut que ce soit effectif. Il faut que ce soit effectif parce que les bonnes intentions, c'est bien. On les lance et puis après un jour, silence radio, tu n'entends plus rien.
il faut que ce soit effectif, que le problème agricole ne soit pas considéré comme un problème comme les autres. Ça doit être un problème prioritaire dans nos pays. Il y a 1, l'agriculture, 2, la santé, 3, l'éducation. C'est les 3 mamelles, les 3 pierres sur lesquelles nous allons asseoir la marmite de notre développement. Mais est-ce que ces initiatives ne doivent pas être précédées d'une campagne de sensibilisation pour remettre l'agriculture au centre du développement? Parce que vous l'avez souligné. Pas que de sensibilisation, c'est une question d'éducation. Mais la première activité que nous, on a connue, nous qui sommes nés dans des milieux ruraux, c'est l'agriculture. Et il va de soi, parce que c'est par là, je l'ai dit, que nous pouvons assurer, nous, notre survie. Parce que l'un des premiers besoins vitaux de l'homme, c'est quand même de se nourrir. À part l'air qui est gratuit et qui est vital et qui détermine le maintien de la vie. Donc la terre est le patrimoine dont nous héritons et sur lequel nous devons travailler pour pouvoir garantir et pérenniser notre existence. Donc, ce n'est même pas une question de sensibilisation, c'est une question de mode de vie. Nos paradigmes sociaux ont été défaits, déstructurés suite à la colonisation. Et je pense que à partir du moment où nous nous proclamons aujourd'hui indépendants, nous ne pouvons plus vivre par procuration. Nous devons pouvoir évaluer nos besoins existentiels et commencer une action pratique et intelligente sans pour autant être obligé de copier ce qui se fait ailleurs. Parce que nous sommes nés, on n'a pas demandé l'autorisation à un blanc pour nous créer. Et donc, à partir du moment où nous sommes créés, nous sommes des créatures à part entière qui devraient être capables de pouvoir s'assumer comme telles à partir de ce que la nature met à notre disposition. Maintenant, nous disposons de nos facultés, de notre intelligence. Il nous appartient de les utiliser pour pouvoir justement capitaliser notre potentiel, produire et faire en sorte que nous puissions être des participants compétents à la création de la richesse mondiale. Aujourd'hui, on proclame tout en Afrique, que l'Afrique a tous les avantages, avec les ressources minières, des terres arables, beaucoup d'autres choses, des ressources humaines, etc., etc. Mais justement, c'est cette Afrique qui est à la traîne à tout point de vue. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'être humain qui est l'acteur déterminant de tout développement, de tout mouvement, de toute évolution. Donc, si notre leadership ne permet pas de développer les compétences des citoyens, de les mettre au cœur de tout le principe ou le mécanisme ou le processus de création de la richesse, évidemment, on va tout subir la vie plutôt que des compétents. Ce que nous avons aujourd'hui dans notre cerveau, c'est que, bon, ben, écoutez, comme il a dit, c'est d'être en cravate, bien habillé, rester au bureau, climatisé, etc., etc. Et nos dirigeants, quelque part aussi, ont démissionné du point de vue de l'orientation, des choix politiques qui poussent les citoyens à agir sur l'existant. L'intelligence, c'est cette capacité d'adaptation au réel, mais en même temps, c'est la capacité d'usage de nos facultés pour transformer notre environnement afin qu'il puisse nous profiter. Ah, si ce n'est pas le cas, ben, écoutez, ce n'est pas que de simple sensibilisation, mais c'est carrément une éducation. Voilà pourquoi le paradigme éducatif est déterminant. Quels sont les nutriments intellectuels qui sont donnés aux élèves, aux enfants, aux apprenants, aux citoyens, afin qu'ils soient conscients de leur part de responsabilité dans le devenir de leur nation, de leur communauté, dans son ensemble. Je suis étonné que nous héritons toujours du système éducatif colonial avec un contenu qui est comme tel, alors qu'il n'a aucune emprise sur notre réel. Dans ces conditions-là, on fabrique des citoyens qui n'ont aucune compétence pratique pour agir sur notre environnement. Voilà pourquoi nous ne pouvons là que subir les événements plutôt que d'avoir des capacités de résilience qui partent de nos actions endogènes. Voilà. Guerre aussi, je veux l'appeler le piège de l'engrais. Parce qu'on a manqué d'engrais, ça devient extrêmement cher et pas disponible sur les marchés. Mais franchement, Sogoyou Kegewe, est-ce que vous pensez que les terres africaines ont besoin d'engrais, de pesticides, de tout ce que vous... J'allais juste faire une remarque avant de répondre à cette question. C'est que moi j'ai appris à planter la tomate, les laitues, l'épinard dans les jardins scolaires. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'école primaire, il y avait un jardin à côté du marigot où nos maîtres nous apprenaient à planter tout ça là. Après, il y a le champ scolaire, on plantait des arachides, le mil, et on les récoltait. C'est des champs scolaires. C'est là-bas que les enfants sont initiés à la problématique de l'amour des travaux champêtres. On a enlevé tout ça.
Parce qu'on veut éduquer nos enfants comme les Français. Ah, il ne faut pas de choses, il ne faut pas obliger les enfants sont libres, la liberté des enfants, les choses. Mais on va mourir. Si nous formons nos enfants comme les Français forment leurs enfants, mais nous ne vivons pas dans les mêmes conditions. La liberté quoi des enfants, les enfants ne doivent pas faire ceci, ne doivent pas faire cela. Chez nous, quand tu es à l'âge de 8-9 ans, le soir, c'est toi qui fais rentrer les poussins et la poule, c'est toi qui vas détacher le mouton et la chèvre là-bas pour les mettre dans leur enclos. C'est ce que tu fais déjà à l'âge de 6-7 ans. Mais si on ne revient pas à ça, si on ne fait pas prendre conscience aux enfants que tout ce qu'ils mangent là, c'est la suite de ce travail-là. Sinon, il n'y a pas à manger. La preuve aujourd'hui, ces enfants qu'on éduque de la manière la plus bizarre du monde, mais quand tu demandes aujourd'hui à un enfant, tu veux manger quoi? Il te dit shawarma. Oh. Tu veux manger quoi? Il dit hamburger. Shawarma et hamburger, mais c'est de la merde. Ceux qui voulaient vendre eux-mêmes leurs enfants n'en mangent pas. Des bourratifs. Ah oui, il faut enquêter, il faut demander aux gens qui font ces histoires-là. Leurs enfants n'en mangent pas. Mais ils ont mis quoi dedans? Ils ont rendu les gens dépendants. Ils ne veulent plus manger la bouillie de mil le matin, la bouillie de choses, le riz cultivé. D'abord, il y a des gens, si tu leur donnes le riz de Covier, de Sotobois ou de Mango, ils ne mangent pas. Parce que le riz est produit au Togo, donc ce n'est pas bon. Voilà. Il faut lui dire riz de Paris. Hey, si tu écris sur un sac de riz de Paris, tu le vends à 2 ou 3 fois son prix, tu vas voir les nègres se précipiter sur ce riz pour le manger, ne sachant pas qu'en fait, il n'y a pas de champ de riz à Paris. Les gens dans ce pays ont essayé de planter la pomme de terre, mais personne n'achetait. Alors, ils ont réfléchi, et puis bon, après les pommes de terre de Paris, tout le monde achetait. Je vais vous dire quelque chose, il n'y a aucun produit agricole qu'on fabrique, qu'on produit à Paris, à part les champignons de Paris. Eux, ils méritent leur nom, parce que les champignons sont effectivement cultivés à Paris, dans le sous-sol. À part ça, il n'y a pas de riz de Paris, de pommes de Paris, de quoi de Paris. Mais les nègres sont tellement bouleversés dans leur tête, choqués, traumatisés, que quand vous dites de Paris, ils achètent. Mais c'est tout ça qu'il faut ramener à zéro. Donc maintenant, la question, est-ce que les terres africaines ont besoin d'engrais? Je reviens toujours sur nos enfances à nous. Mais on fabriquait notre fumier. C'est tout. Je me rappelle la première fois que les engrais sont venus chez nous, en pays Kabye au nord, le gouvernement faisait des sensibilisations pour apprendre aux paysans à les utiliser. Et nous, en tant qu'écoliers, nous devions convaincre nos parents que l'engrais est une solution au problème d'appauvrissement de la terre. Alors, un jour, des gens sur un champ pilote d'expérimentation d'engrais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas. Mais le maïs est grillé. Il a séché. Alors, quand nous allons au champ, nos parents nous disent, ah, vous dites que vos Anglais là, anglais, c'est l'engrais qu'ils appellent comme ça, vous dites que vos Anglais là sont une solution. Et regardez ce que ça donne. C'est-à-dire qu'une contre-performance. Nous devions apprendre, parce que les engrais, c'est bien, même si c'est nécessaire. Voilà, aujourd'hui, il y a la guerre, vous n'avez plus d'engrais. Vous allez faire comment? Oui, mais est-ce que même écologiquement, ça ne pose pas un problème? Nous devons tirer les leçons des échecs des autres. Les pesticides pour tuer les herbes, de l'engrais pour produire les céréales finalement. Est-ce que tout ça ne se retourne pas contre nous? Est-ce que nous ne devons pas tirer les bonnes leçons? Moi, j'ai l'impression que nous naviguons à vie, tout simplement. À vue. Sans comprendre en réalité le mécanisme de fonctionnement d'une société qui permet en fait son évolution. Aujourd'hui, nous parlons des engrais. D'où viennent les engrais? C'est de la recherche agricole. Donc, ça veut dire que des ingénieurs, à un moment donné, ont, à partir des besoins de leur environnement, ont compris qu'il faut fabriquer des produits qui vont accompagner, si vous voulez, les plantes qu'ils cultivent là-bas. Mais ici, dans nos universités, quel est le budget qui est consacré à la recherche? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Vous n'êtes pas en mesure de faire, c'est-à-dire de fouiner autour de vous, pour mieux comprendre la nature des plantes que vous cultivez et leurs besoins, et donc assouvir à ces besoins-là. Bien sûr que vous allez vivre à l'état de nature, c'est-à-dire vous serez dépendant de ce que la nature vous offre, ou alors vous êtes obligé d'acheter ou de prendre ce qui se fait ailleurs. Peut-être que vos sols ne sont pas adaptés
à ce genre de produits qui sont fabriqués en lien avec la nature de la terre dans laquelle ils ont été produits. Voyez-vous? Donc, la recherche, c'est une clé essentielle pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Mais dans nos universités, non seulement il n'y a pas de budgets conséquents qui sont consacrés à la recherche, mais encore les universitaires se débrouillent, ils font leurs recherches et malheureusement les mémoires, en tout cas tous les documents qui sont produits servent juste dans les tiroirs et puis c'est fini, on continue. La dernière fois j'ai suivi une émission d'un mathématicien burkinabé, il s'appelle Mamadou Daou. Ce monsieur a eu un parcours mais incroyable. Il s'est retrouvé en Israël et il a fait un doctorat en mathématiques. C'est un physicien hors pair. Il retourne dans son pays. Il fabrique un laser. Un laser en mesure de détecter pratiquement toutes les maladies. Là, au Burkina Faso, près de nous ici, ça fait plus de 30 ans. Personne ne l'a expérimenté. Il est garé. Il fabrique un système, il met en place un système de forage qui peut alimenter plus de 142 000 personnes sur plus d'un siècle et demi. Ce système est resté là, garé. Il fabrique une arme avec un système silencieux, très puissante, etc. Il dit, mais écoutez, pensez que cette arme-là avait été mise en œuvre. Aujourd'hui, les terroristes allaient nous décimer comme ils le font. Nous sommes là, on ne fait rien pour accroître notre capacité d'action sur notre environnement, mais bien sûr que ça ne peut qu'être dans cette situation. On ne peut que vivre dans cette situation et c'est déplorable. C'est en cela que j'interpelle les exemples sont les légion, leaders politiques. Il y a beaucoup de ces érudits oui. Qui ont sorti de ces innovations, mais qui ne sont pas accompagnés. Ils sont très nombreux. Mais bien sûr, ça sert juste pour l'académie. Voilà, on proclame et puis ça y est. Personne ne voit l'intérêt de ces genres d'initiatives. Or, c'est par là que dépendra fondamentalement notre avenir. Mais tu dis ça, et dans le domaine de la santé. Mais depuis, quand il y a eu Covid, on a mis sur pied un comité, non, qui devait faire des recherches, trouver des produits. Est-ce que tu entends quelqu'un encore parler de ça? Personne n'en parle. Parce que notre produit local, les médecins avec les réseaux de laboratoires sont payés pour te dire que ce produit local, il est pratique. Oh, il ne faut pas prendre, il y a les problèmes de zozal. Mais au village, on se soigne avec ça depuis la nuit des temps. Donc tout est fait pour enterrer ce que la tête de l'Africain produit. Où il y a des gens, peut-être c'est exagéré. Le jeune qui a une télé sans chose, sans câble électrique et machin, prenez des médecins qui ont... Mais depuis le Zaïre, l'Afrique de l'Ouest, des Africains découvrent des choses pertinentes. Mais personne ne les met en marche. Moi, ce que je vais dire, ce n'est pas seulement les États, les gouvernements. En Europe, la science s'est développée, la recherche s'est développée, non pas seulement avec les financements du gouvernement, mais il y a des mécènes. Il n'y a pas le mécénat. Dans nos pays, on n'encourage pas les mécènes. Les gens ne savent même pas que ça existe. Que quelqu'un peut mettre de l'argent, 1 million, 2 millions de dollars, pour aider à découvrir une molécule, un produit de la santé. Les gens ne le savent pas. Il faut expliquer, il faut encourager pour que le peu que le gouvernement peut faire soit soutenu par ce que les mécènes peuvent faire. Mais ici, le même discours, on attend les partenaires au développement. Mais vous croyez que les partenaires sont aussi fous pour vous permettre de vous développer et de sortir de leurs griffes? C'est quoi cette histoire de partenaire au développement? Vous ne vous développerez jamais. Ça fait 60 ans et plus que nous trimons avec les partenaires. C'est des partenaires au sous-développement. Ils travaillent étroitement pour nous maintenir toujours dans la dépendance et surtout dans nos têtes. Ils ont bousillé. Nous ne pouvons pas réfléchir par nous-mêmes. Oui, vous parlez de développement. Cela me permet d'aborder le deuxième chapitre de notre émission. Enseignement à tirer, l'aide de développement à double vitesse, 150 milliards de dollars, c'est le volume du cash déversé ou promis à l'Ukraine. En 50 ans, l'aide au développement à l'Afrique a-t-elle atteint ses proportions? On se demande. Finalement, bon, quand les yeux sont bleus, les cheveux blonds, l'aide est plus conséquente que quand le nez est épaté, le cheveu crépus. Est-ce qu'on a besoin d'aide? C'est-à-dire que je ne me suis même pas intéressé à savoir quel est le chiffre en termes d'aide au développement qui a été déversé en 50 ans en Afrique. Simplement parce que je suis de ceux qui pensent
il n'y a pas meilleur moyen d'aliéner et de rendre des gens paresseux, sans initiative, sans capacité à agir sur l'existant, que de leur porter de l'assistance, de l'aide tout court. Mais nous ne sommes pas des sous-hommes. On oublie en effet que l'Afrique, d'abord, c'est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique a dominé le monde plus de 3000 ans par son génie, par sa créativité, productivité, etc., etc. Et donc, le bouleversement que nous avons eu à connaître à travers les razzias négriers, la colonisation, devait être une parenthèse. Il appartient désormais aux Africains de comprendre que personne ne peut nous aimer mieux que nous-mêmes. Et personne ne peut se disposer à prendre en charge nos problèmes mieux que nous-mêmes. Tout ce qu'on a fait ne consiste en réalité qu'à pour pouvoir mieux nous spolier. La preuve en a été faite depuis les razzias négriers jusqu'aujourd'hui, jusqu'au néocolonialisme, que nous sommes obligés de dénoncer aujourd'hui. Mais attendez, les pays occidentaux, pourquoi ont-ils senti le besoin d'aller vers la colonisation et de l'activer comme tel? C'est parce qu'ils ont étudié leur milieu, ils ont évalué leurs besoins et ils ont vu que ce que la nature leur offre là-bas n'est pas suffisant pour assouvir leurs besoins immédiats. Et donc, il faut aller au-delà pour conquérir les compléments et faire en sorte qu'ils puissent donc être à la hauteur des attentes de leur population, etc., etc. Pourquoi donc nous pouvons inspirer simplement, naïvement, ces choses-là, donc qui dépendent littéralement de ce que nous avons ici, pourraient, par bon samaritain, nous donner ce dont nous avons besoin pour nous épanouir mieux qu'eux. Parce qu'il suffit seulement. Parce que nous avons tous les atouts, mais nous avons renversé la situation d'un seul coup. Et ils deviendront quoi? Donc ils ne sont pas aussi idiots. C'est ainsi qu'ils ont mis en place plusieurs nœuds à la fois pour nous maintenir dans cette situation de dépendance absolue. Notamment les canaux de diffusion de l'information, etc. Aujourd'hui, notre connaissance de la vie, de l'humanité dépend fondamentalement de ce qui nous est nourri, notamment par les réseaux sociaux, mais aussi par les médias officiels, etc., etc. Comment donc nous ne pouvons pas comprendre que pour pouvoir organiser une société, pour faire en sorte qu'une société soit consciente autour d'un certain nombre de buts et de valeurs essentielles, il nous faut ce genre de créneaux de diffusion et de propagation de la bonne information. Mais quand nous restons comme ça, évidemment, on ne peut que subir. Et je ne crois pas que les choses puissent changer si nos gens, nos dirigeants, nos leaders ne mènent pas des actions qui permettent de repiquer dans l'esprit du citoyen africain des idées pertinentes qui le déterminent à l'action. 150 milliards d'aides aux... 150 milliards de dollars. De dollars d'aide à l'Ukraine. Au fait... En un an. En un an. Au fait, ce n'est pas gratuit. Bien sûr. Ce n'est pas l'Ukraine qui est leur souci. Voilà. D'abord, retenons que l'Ukraine, par nature, est un pays très riche. On ne le dit pas. Même s'il a été pillé par la mafia de Zelensky, avec les oligarques de Zelensky. Parce qu'on parle d'oligarques russes, on ne parle jamais des oligarques de Zelensky. Oui. Personne n'en parle. Votre ami Zelensky, une parenthèse, hein, il y a un rapport, en tout cas, un article des investigations d'un journaliste américain qui révèle encore... des détournements. Oui, des détournements. 400 millions. 400 millions de ça, c'est des cacahuètes. Le type vole en milliards. Zelensky ne vole pas des millions. Zelensky, c'est comme son ami Ursula von der Leyen. C'est des milliards qu'on ramasse. Est-ce que tu comprends? Il ne vole pas, mais 400 millions que Zelensky vole, s'il n'a volé que 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, c'est rien. On se dit quand même, un chef d'État, si aujourd'hui il quitte le pouvoir, il faut qu'il ait de quoi vivre à l'aise quand même. On ne va pas l'affamer. Ce n'est pas 400 millions. Lui, il n'a dit que ce dont il a la preuve. Est-ce que tu comprends? Non. Je disais ceci. L'Ukraine est un pays très riche. Il a un sol exceptionnel pour l'agriculture. Aujourd'hui, à cause de l'incapacité d'exporter, il croule sous des tonnes de blé, de colza, de tournesol, de miel. Il croule et aujourd'hui, les pays environnants, il envoie ça pour vendre. Et on dit en Pologne, la tonne de blé est passée de $390 à $190. Résultat, les Polonais, les Roumains, les qui hurlent au scandale, ils ne veulent plus du blé ukrainien. Alors, l'Ukraine est très riche. Elle est aussi très riche de son sous-sol.
Le pétrole, le gaz, le lithium, tous les minéraux stratégiques se trouvent en Ukraine. Maintenant, l'Ukraine aussi est très riche de son industrie quand même. Ce n'est pas un pays du tiers-monde. S'il est tiers-monde au point de vue corruption et détournement, il reste quand même un pays développé au point de vue industriel. Le plus gros avion, Myria, l'Antonov machin, c'est en Ukraine qu'on l'a fabriqué. Donc, tout ça, les Occidentaux, avec les Américains en tête, ont calculé le bénéfice qu'ils auraient à saccager l'Ukraine. Toute l'aide qu'ils envoient, c'est des armes, non? Alors, s'ils envoient 1 tonne d'armes, ils savent que les Russes vont utiliser 2 tonnes d'armes pour anéantir la tonne d'armes. Et sur quel territoire ces armes tombent? C'est en Ukraine. Actuellement, j'imagine que le territoire ukrainien, qui est un territoire foncièrement agricole, il est labouré, ravagé par des bombes. Et même après la guerre, des années après, il sera impossible de planter des légumes sur certains espaces parce que ces bombes, même si elles ne sont pas à l'uranium, elles contiennent toujours des produits toxiques. Donc, les Européens sont en train de casser l'Ukraine parce qu'ils savent qu'après, l'Ukraine aura les moyens de les rembourser. Alors, tu dis pourquoi ils ne donnent pas l'argent au Sahel? Vous allez les rembourser avec quoi? Parce que ce que vous avez déjà, ils prennent ça eux-mêmes cadeau. Voilà. Donc, ils n'ont pas besoin de vous amadouer pour avoir ça. Mais en Ukraine, mais après, d'abord, les Américains occupent déjà au moins, ont déjà acheté, les multinationales américaines auraient déjà acheté 40% des terres cultivables ukrainiennes. Et quand tu mets ça, ajoute ça au fait que les Russes, dans les occupations de terrain, ont pris 20%. Il reste combien aux Ukrainiens? Donc, il faut envoyer beaucoup d'armes. On va tuer toute une génération d'Ukrainiens, même 2 générations, parce qu'on en est déjà aux enfants de 16 ans. Ça veut dire que ceux de 30, 40, 50 ans, mais c'est fini, il n'y a plus personne. Donc, les Occidentaux vont raser l'Ukraine, ravager l'Ukraine, et ils remercient vraiment Poutine d'être aussi efficace militairement pour tuer avec Wagner, pour tuer les Ukrainiens. Mais on vous dit qu'il manque 200, 300, 400 soldats ukrainiens par jour. Mais c'est criminel. Même si on n'aime pas les Ukrainiens, on ne peut pas accepter ça. Qui organise ça? C'est les pays qui disent qu'ils aiment les Ukrainiens, qu'ils veulent, disons, défendre l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, pourquoi ils défendent l'Ukraine? C'est un pays démocratique. C'est le seul pays aujourd'hui là-bas où il n'y a pas de journaux de l'opposition, il n'y a pas de télévision de l'opposition, où on brûle des livres juste parce qu'ils sont écrits en russe. Hitler faisait la même chose, hein. Toujours quand je parle, moi je pense à Hitler. Aujourd'hui, c'est les églises qui sont prises à partie. Au moins les 2 tiers des églises orthodoxes en Ukraine sont fermées, leurs prêtres, leurs popes sont en prison parce qu'ils sont fidèles au pope, au patriarche de Moscou. C'est ce pays très démocratique-là que les Occidentaux sont en train de raser. Et il y a des médias complètement toxiques qui vous font croire qu'ils sont en train de faire du mal à la Russie. Oui, mais il y a eu un rapport récemment, une fuite de documents américains qui font croire que l'armée ukrainienne ne pourrait pas faire le poids devant les Russes. Mais pourquoi? Non, pourquoi? Non, non, c'est les dossiers, ça. Il faut écouter les médias français. On nous invite de faux généraux et vrais intoxicateurs qui viennent nous dire chaque jour que demain matin, Zelensky sera assis dans le bureau de Poutine au Kremlin. Il faut les écouter, hein. Moi, je ne les écoute plus. D'ailleurs, très peu de gens écoutent ces intoxications. Général machin, colonel ceci, bon, c'est eux qui expliquent la guerre. De temps à autre, il y a une chipie là-bas. Non, 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 comment? Il faut punir Poutine. Vous voulez qu'on va le laisser comme ça? Mais vous voulez punir 17 millions de kilomètres carrés, 140 millions de Russes? Comment vous voulez les punir? Donc, bref, moi, ces 150 milliards qu'on a envoyés en Ukraine, les Occidentaux savent qu'ils vont gagner au moins 300 milliards. Donc, il n'y a aucun problème. Mais vous, on ne peut pas vous donner 2 milliards pour le G5. Puisque ce qu'ils veulent chez vous, ils le prennent déjà eux-mêmes. Ils se servent eux-mêmes. Self-service, c'est le buffet. Louis Kabaki, des armes envoyées en Ukraine alimenteraient les marchés noirs qui ensuite desservent notamment le Sahel. Y a-t-il des objectifs cachés derrière les armes envoyées en Ukraine? Moi, je crois que dès l'entame de cette émission, l'ambassadeur a déjà dit ici que l'Afrique est le dépotoir de tout ce qui est nuisible. Et donc, il n'y a rien d'étonnant. Je pense que c'est l'histoire qui est en train de continuer de façon naturelle. Vous avez vu lorsqu'on a parachuté des armes à Benghazi, au moment où on voulait démanteler le régime de Kadhafi,
ces armes-là se sont finalement retrouvées au Sahel. Et c'est un des éléments déterminants du terrorisme qui est en train justement de décimer les vies dans le Sahel. Donc, on ne peut pas imaginer d'ailleurs qu'il puisse y avoir une guerre en Ukraine où on parachute autant d'armes sans que celles-ci ne puissent justement circuler pour atteindre nos horizons par ici. Pourquoi? Parce que nous avons des États poreux, fragiles. Nous avons une façon de gouverner qui fait qu'il y a le libre, le laisser aller, de manière que tous les marchands trouvent leur part lorsqu'ils viennent en Afrique. Donc, il est intéressant d'observer ce genre de choses et qui devrait alors commencer à titiller l'esprit de nos leaders politiques, de ceux-là qui ont la responsabilité de conduire le destin des peuples d'Afrique. Parce que en l'état actuel, quel que soit le déchet qui n'est pas consommable en Europe, quelle que soit la situation, on le déverse en Afrique. Parfois de vrais déchets. Hein. Mais bien sûr. L'affaire Probo Koala. Le Probo Koala. On vient le déverser, on vous paye, vous acceptez qu'on vous déverse les déchets qui sont toxiques à votre propre vie. Vous voyez à peu près. Des gens continuent d'en mourir là-bas à Abidjan. C'est parfois surréaliste. Hein. Et puis en plus, lorsqu'on dédommage les gens, vous détournez encore cet argent-là. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'en réalité, nous sommes dans un désordre absolu, dans une anarchie absolue. Nous n'avons pas encore commencé à définir les voies de notre propre évolution. Et j'insiste encore là-dessus, si nous avons envie d'aller dans le sens du développement, on ne doit même pas se presser. On n'est pas obligé de copier. Il suffit de regarder notre environnement, de revisiter nos méthodes de vie. L'ambassadeur avait dit que l'Afrique se nourrissait par elle-même avant la colonisation. Nous qui sommes nés dans les milieux ruraux, nous savons pour couper l'humus dont il a parlé. Mais c'est naturel. Maintenant, il faut pas là, accentuer la recherche pour qu'on puisse alors améliorer ce qui se faisait de façon rudimentaire et artisanale, de manière à l'affiner et à le rendre scientifique. C'est tout ce qu'il faut faire plutôt que de chercher toujours à ramasser et rester ainsi vulnérable à tous les déchets qui viennent justement de l'Occident. Y a-t-il un caché derrière les armes envoyées à l'Ukraine? Mais bien sûr, vous savez, les Occidentaux... Même pas caché. Les Occidentaux, il y a quelque chose qu'on peut reconnaître. C'est qu'ils sont prévoyants. Ils anticipent. Ils ont leurs chercheurs dans les laboratoires qui savent dans 20 ans, dans 30 ans, que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Europe de l'Est. Ils savent. Eux, ils savent tout. Alors, chaque fois que les Occidentaux déclenchent une guerre dans un point A, c'est parce qu'autour, il y a une autre. La guerre dans le point A leur sert à infiltrer des armes dans l'autre zone qui les intéresse. Aujourd'hui, en Ukraine, vous savez qu'autour de l'Ukraine et de la Russie, il y a des pays qui balancent est-ce qu'on va avec les Occidentaux ou on va avec Poutine. Mais naturellement, une bonne partie des armes vont dans ces pays-là pour les déstabiliser. Ça, c'est clair, c'est net. Ils ont chassé Kadhafi. Les Noirs qui défilaient à Tripoli et revenaient avec des caisses d'argent de Kadhafi, ils n'ont rien dit. Hein. Ils ont laissé, on a chassé Kadhafi, mais ils ne savaient pas que la mort de Kadhafi serait le départ de leur descente aux enfers. Les armes qu'on a soi-disant envoyées aux démocrates libyens, si ça existait un démocrate libyen, et les armes là se sont retrouvées dans nos pays. Aujourd'hui, en Ukraine, les armes, elles sont encore plus modernes, plus sophistiquées, plus destructrices. Alors, je ne serais pas surpris qu'elles soient déjà en Afrique centrale, ou même chez nous, en Afrique de l'Ouest. Mais c'est prévu, c'est pas, on va dire non, l'armée ukrainienne, ils sont corrompus, il n'y a aucun corrompu. C'est orchestré depuis les pays donateurs, les États-Unis, la France, l'Angleterre. Sur chaque lot, on connaît la partie qui va aller pour déstabiliser le pays des nègres. On donne ça à tous aux islamistes de tout poil. Parce que, écoutez, est-ce qu'il y a longtemps, vous avez encore entendu parler d'un attentat islamiste en Europe? Non. En Amérique? On leur a dit, mais prenez les armes, allez tuer les nègres. Il ne faut pas venir nous déranger ici. Nous, on veut la paix, prenez les armes. Il y a les nègres, voilà, les armes, l'argent, allez tuer les noirs. Nous, on vous laisse faire. Alors, c'est pourquoi quand on me dit que les Français étaient venus pour lutter contre les djihadistes, mais je me tords de rire, si ce n'est pas de pleurs. C'est eux qui les ont envoyés. Il n'y aura plus d'attentats à Paris, c'est fini. Sauf si le Mali,
le Burkina et tous les autres pays alentours arrivent à chasser les djihadistes, ceux-ci ne trouvant pas d'autres occupations, iront encore déposer des bombes à Paris. Oui, c'est tout. Comment se fait-il que nos pays deviennent comme des passoires? Parce que l'Ukraine est quand même très loin. Des armes quittent là pour se retrouver. Ouais, quand l'Ukraine s'envoie aussi, est-ce que ce n'est pas essentiellement aux Africains qui n'arrivent pas à contrôler leurs frontières? Quand l'Ukraine t'envoie le blé, l'engrais, tu ne dis pas qu'il est loin. C'est pour les armes que tu trouves que l'Ukraine est loin. J'avais parlé de notre vulnérabilité qui est liée au fait qu'on ne s'organise pas pour assurer notre propre sécurité, pour mobiliser les consciences autour des valeurs qui sont les nôtres. Voyez? Donc, alors qu'on ne peut pas, à vrai dire, prétendre guider un peuple sans se prendre pour son histoire, sa culture et ses traditions. Donc, tout ce que nous devons choisir comme politique de gouvernance, là, mais dans nos sociétés, c'est plus organisé que jamais. Il y avait dans nos milieux des communautés, des coopératives agricoles, par exemple. On a une façon de nous organiser pour être plus rentable, voyez-vous. Donc, normalement, la gouvernance d'État devait partir de cet existant-là pour le réorganiser, l'affiner, le moderniser et le renforcer davantage. C'est ça qui va permettre de lutter contre l'insécurité, de lutter contre la famine, de lutter contre la précarité et tout ce qui y a comme fléau nous déminant et nous déstructurant à tout point de vue. L'Occident a tout intérêt à ce que nous soyons déstabilisés. Parce que si nous ne sommes pas déstabilisés, leur raison d'être ne peut plus s'expliquer. Il faut bien qu'ils viennent dans des pays où il y a le laisser-aller, il n'y a pas d'organisation rigoureuse, il n'y a pas de rigueur politique qui servent de garde-fous, limitant justement ces genres d'infiltration anarchique des produits toxiques à notre vie. Donc, même sur le plan de la culture, aujourd'hui, nous sommes envahis à tout point de vue par la culture occidentale, par les canaux dont je vous ai parlé. Et du coup, nous avons renoncé à tout ce que nous avions comme élément essentiel gouvernant notre mode de pensée et notre mode d'action. Donc, dans ces conditions-là, tant que vous n'avez pas de paradigme culturel, vous n'avez pas de paradigme spirituel, vous n'avez pas de paradigme, je sais pas, de la vie sociale qui vous définissent, vous n'avez plus d'identité. Et quand vous n'avez pas d'identité, donc vous ne pouvez que vivre par procuration, exactement comme cela se passe là maintenant. Et puis, au-delà de tout, lorsque nous avons parlé de l'aide au développement, vous avez vu le phénomène de la corruption. On envoie l'argent sous prétexte que c'est pour développer telle infrastructure, etc. Mais cet argent est littéralement détourné. Or, la famille de souche a travaillé sur des valeurs qui amenuisent ce qu'on appelle le vol, par exemple. Le détournement, c'est un vol. Dans nos milieux, lorsqu'on arrête un voleur, on le hue à la place publique, on le bastonne. Pourquoi? Pour créer, pour le dissuader et en même temps empêcher que cet esprit de vol se métastase au sein de la société. Mais aujourd'hui, les leaders, les dirigeants eux-mêmes sont passés maîtres des détournements, de la corruption, etc., etc. Comment vous voulez que dans ces conditions-là, d'abord, vous puissiez cultiver le respect et avoir la légitimité qui vous permette d'avoir une parole imbibée de paroles, de vérité et qui impacte justement la vie de la société. Tout cela, ce sont des fléaux auxquels nous devons faire face. Il faut qu'on commence à se dire les vérités crues, de manière que si nous voulons provoquer le déclic de notre développement, on comprenne très bien où se trouve notre mal. La preuve, c'est que le Mali a décidé d'assumer son identité, d'avoir un leadership éclairé, et vous voyez, les Occidentaux sont en train de battre retraite. Ça veut dire que c'est possible. Oui, il me semble que le Burkina a suivi cette et d'autres pays d'ailleurs. C'est une voie du bon sens. Oui. C'est du bon sens. Mais pour terminer cette première partie, très rapidement, est-ce que vous pensez que les Africains commencent par ouvrir les yeux sur la géopolitique à partir de cette guerre Russie-Ukraine? Oui, les Africains. Non, ça intéresse tout le monde. Et si par exemple nos émissions sont suivies avec attention, c'est parce que les gens commencent à comprendre et veulent mieux comprendre. Ils comprennent. Beaucoup se disent qu'on ne parle pas assez de l'Afrique, du Togo, mais quand on parle de l'Ukraine, on parle de l'Afrique. Chaque fois qu'on parle même de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est qu'on est en train de parler de l'Afrique. Parce que ce que nous disons, ça aide à orienter les gens. Et l'Afrique, le Togo, mais il n'y a pas de problème. On peut parler du Togo, on peut parler de l'Afrique.
c'est pas qu'il y a quelque chose qui gêne. Aujourd'hui, nous avons plus de marge de manœuvre en liberté de parole que dans les médias en Ukraine ou en France, où on ferme les télévisions, où des gens sont payés pour raconter des mensonges sur l'Ukraine. Oui, je vais vous relancer sur le sujet. Oui. Parce que là, nous allons marquer une pause pour une nouvelle édition de Journal. On va se retrouver dans 10 minutes pour la seconde partie de New World Forum et avec les contributions des téléspectateurs pour alimenter cette émission. Je vous rappelle le numéro qui défilera à l'écran, plus 228 96 46 10 31. À tout de suite.